Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouveau rebondissement dans l'affaire des 8 suspects arrêtés pour détention illégale d'armes en Haïti. L'un des Américains arrêtés confirme sur sa page Instagram qu'il était dans le pays pour assurer la sécurité de personnes directement liées au président en exercice. Création par le Palais national d'un comité destiné à faciliter la réalisation d'un dialogue inter-haïtien. Au moins 3 personnes sont mortes et près d'une dizaine d'autres ont été blessées par balles ce vendredi lors d'une fusillade qui a eu lieu dans le quartier de Carrefourfeuille. L'un des Américains arrêtés dimanche dernier près de la BRH a publié un message de remerciement sur sa page Instagram, se réjouissant de son retour aux États-Unis après un séjour en Haïti qu'il qualifie d'aventure folle. Christopher Osman confirme qu'il était dans le pays pour assurer la sécurité de personnes directement liées au président en exercice. Il déplore avoir été utilisé comme un pion dans un conflit public entre le Premier ministre et le chef de l'État. Plus loin dans son message, le vétéran de l'armée américaine adresse des remerciements aux Haïtiens qui l'ont assisté, aux prisonniers qui ont partagé sa cellule et au gouvernement américain qui est intervenu pour le sauver, lui et ses camarades. Christopher Osman, qui travaille depuis des années dans le domaine de la sécurité, estime que désormais sa carrière à l'étranger est terminée avec le bruit fait par cette affaire. Dans un communiqué publié par le secrétariat général de la présidence, il est dit que le comité de facilitation du dialogue national inter-haïtien doit enclencher dans 15 jours maximum des pourparlers politiques devant aboutir à la mise en place d'un gouvernement inclusif capable de répondre aux aspirations de la population. Selon Jean-Hilbert Lebrun, secrétaire général AI, le comité devra étendre son travail en vue de l'instauration d'un dialogue constructif avec la participation active des personnalités politiques, économiques et sociales et des organisations de la société civile. Depuis quelque temps, le pays est en ébullition. Après les émeutes dévastatrices des 6 et 7 juillet, il y a eu les manifestations des 17 octobre et 18 novembre. Au slogan « Côté Cob Petro-Caribéa » s'est ajouté celui de « Nous pas capables encore ». Bientôt suivi du mouvement Pays Loc, pour exiger le départ du président Jovenel Moïse. Depuis, il y a eu l'épisode rocambolesque de l'affaire dite des mercenaires arrêtés puis relâchés et qui pose toute une série de questions auxquelles personne ne semble vouloir répondre. Aujourd'hui, pour faire le point de la situation, nous avons avec nous le docteur Réginald Boulos qui vient de publier une lettre ouverte qui ne manque pas de faire de vagues. Bonsoir, docteur Boulos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. Docteur Boulos, qu'est-ce qui vous a poussé à publier cette lettre maintenant ? Et en quoi vos propositions sont-elles réalistes ou réalisables ? Bon, d'abord, je crois que la lettre elle-même s'auto-explique en ce sens que c'est d'abord un constat d'un système qui ne produit plus rien, qui est un système défaillant, un système de mafioso, je dois dire, qui implique aujourd'hui des hommes politiques corrompus, des membres du secteur privé qui sont des acteurs de la contrebande et de la corruption, une partie de la classe moyenne aussi corrompue, mais un système qui n'apporte pas de solution aux problèmes fondamentaux du travail, de la mobilité sociale des jeunes, de l'éducation, de la santé, de la promotion de la classe moyenne, de l'offre de crédit aux jeunes. Et donc, je crois que faisant ce constat et réalisant aussi que le pays est bloqué pratiquement et que rien n'avance. Nous venons de subir une semaine terrible en termes de destruction
du minimum touristique qui avait été fait dans ce pays. Les avions arrivent vides, repartent vides, les hôtels sont à la limite de fermer, Décameron a fermé et Moulins-sur-Mer a fermé. Le grand goût de la population est devenu encore pire. La misère dans les bidonvilles est atroce, en plus qu'elle est terrorisée par différents gangs, par différentes forces qui ne sont pas des forces de l'État. La police nationale qui fait tout ce qu'elle peut semble être dépassée. Et aujourd'hui, on sent que le pays est à la dérive. Donc, je crois que, en tant que citoyen d'abord, en tant que citoyen engagé ensuite, et finalement en tant qu'homme politique que j'ai décidé d'être aujourd'hui, il était important de sonner l'alarme et de dire halte là, et arrêtons de faire cette destruction continue de notre pays. Car même ceux qui aspirent aujourd'hui à remplacer le président Jovenel Moïse dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont trouver un pays ensanglanté, un pays détruit, une économie en lambeaux, un tissu social qui a explosé. Donc nous allons gérer quoi? Donc je crois que l'alarme, c'était pour dire, écoutez, nous sommes tous des Haïtiens. D'abord, allons au dialogue, quel que soit le coût du dialogue. Rien d'autre ne peut être prioritaire sur la question de les conditions de vie de la population haïtienne qui demande le travail, le crédit, un meilleur salaire et, comme tous les Américains, une maison, une voiture, le transport et des conditions et un travail bien payé. Docteur Boulos, vous avez entre autres choses proposé la création d'une commission présidentielle réunissant tous les anciens chefs d'État encore vivants et sous la direction de Madame Herta Pascal-Trouillot. Est-ce que cela est vraiment faisable? La proposition vaut ce qu'elle vaut. L'idée, c'était de dire il nous faut une commission qui soit formée de personnes repères. Je ne dis même pas que ça veut dire que les anciens présidents sont des repères, parce qu'il y en a éventuellement dont les noms sont cités dans certaines choses qui ne sont pas normales, mais quand même, ce sont des anciens présidents et je crois que nous tous, dans ce pays, nous reconnaissons à Mme Herta Pascal-Trouillot une honnêteté, une dignité, un comportement qui nous donnerait confiance si c'est elle qui dirigerait cette commission. Cependant, elle peut être formée d'autres personnes repères. Et comme je suppose qu'on va y aller, le président a créé une commission ce matin ou pendant la nuit, mais commission qui pour moi va être mornée parce que, elle n'est pas formée de personnes repères, de personnes de référence, et 2, elle n'est pas formée de représentants identifiés et sélectionnés par différents secteurs de la société haïtienne. Donc je n'enlève rien à l'honnêteté de ceux qui ont été choisis, mais la réalité c'est que c'est une commission qui ne va pas inspirer une confiance quelconque à un dialogue, et le président semble être perdu dans ce dialogue parce qu'il a nommé un Premier ministre à qui il a donné la responsabilité de dialogue. Il a tout de suite, quelque part, miné ce Premier ministre par des accusations venant de l'ancien sénateur Gabriel Fortuné. Ensuite, lui-même, personnellement, il a donné une lettre de blâme le 22 janvier au Premier ministre. Et il décide de prendre son bâton de pèlerin pour aller lui-même ouvrir le dialogue. Et finalement, on voit venir subitement un comité qui n'est pas formé de personnes connues, je dois dire. Et peut-être une ou deux d'entre elles, on a entendu parler de leur nom. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut retrouver dans ce pays des personnalités crédibles, honnêtes, qui ont quand même travaillé pour le bien du pays et qui peuvent donner à tous les secteurs de la vie nationale une certaine confiance. Et donc c'est ça l'idée de la commission. C'est une idée comme une autre. C'était pour dire qu'il faut une commission de haut niveau. Très bien. À la fin de votre lettre, docteur Boulos, vous dites qu'en cas de boycott de ces initiatives, vous demandez au Parlement de déclencher la procédure de destitution du président de la République. Pouvez-vous nous donner votre vision de l'après-Jovenel Moïse? Bon, écoutez, moi je crois que ce soit le Jovenel avec Jovenel ou sans Jovenel, nous devons aller vers une transition.
Moi, j'avais souhaité que ce soit avec le président. Je souhaite toujours que ce soit avec le président Jovenel Moïse. Dans un WhatsApp que je lui avais fait le 19 novembre, j'avais présenté au président Jovenel Moïse un plan 10 points qui faisait de lui le président de la transition pour le reste de son mandat. Et dans cette transition, nous aurions le dialogue national autour d'un projet réel de développement de ce pays, un projet basé sur l'état de droit, un projet basé sur la justice et la lutte contre l'impunité, un projet basé sur le développement agricole, le développement de l'agro-industrie, le développement de l'industrie textile, le développement de la production nationale, un projet qui aurait un projet qui a pour but l'éducation et une éducation de qualité et des soins de santé de qualité, un projet qui est basé sur la compétence, le mérite et l'efficacité, un projet essentiel pour la mobilité des jeunes, en leur offrant non seulement un travail, mais leur offrant des opportunités d'éducation et de crédit pour qu'on puisse faire fleurir les idées haïtiennes. Et ce projet que je voudrais appeler projet 2054, lorsque nous allons fêter les 250 ans d'anniversaire de notre indépendance, et suivi immédiatement ce dialogue serait suivi d'une assemblée constituante, d'une nouvelle constitution qui nous enlève ce partage de l'exécutif entre le Parlement et l'exécutif lui-même, alors le partage du pouvoir exécutif entre le Premier ministre, le Président et le Parlement, qui est la source de corruption et de chantage par les parlementaires, qui établissent une seule élection tous les 5 ans, qui établissent un président et un vice-président, qui puisse résoudre de manière définitive la question de la double nationalité ou de la nationalité, parce que quelque part, nous sommes heureux de recevoir les 3,2 milliards de dollars de la diaspora, mais nous leur refusons tout droit politique, nous leur refusons toute participation politique à la gestion de ce pays. Donc la Constitution devra être refaite, non pas un amendement, mais une refonte de la Constitution qui adresse les problèmes fondamentaux d'instabilité du pays. Pour une raison très simple, le président Préval lui-même, en 1998, avait dit « la Constitution est une source d'instabilité dans ce pays ». Donc aujourd'hui, faisons le constat d'échec de nos 32 ans de transition post-Duvaliéris. Donc ça nous fait pratiquement 30 plus 32, presque 60 ans de marche arrière que nous faisons, pendant que notre voisin sur la même île a fait 50 ans de progrès. Nous sommes à un siècle aujourd'hui entre la République dominicaine et nous. 1960, même PIB. 2018, 8 fois et demi le PIB d'Haïti. Ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas acceptable. Autre chose, docteur Boulos, le gouvernement a proposé d'accompagner les importateurs. Comment jugez-vous cette proposition? Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas quand même conclure que le peuple se nourrit seulement de riz. Le peuple se plaint des conditions de vie qu'il a aujourd'hui. Deuxièmement, c'est un cercle vicieux, puisque quand vous allez subventionner le riz, vous allez augmenter le déficit budgétaire éventuellement. En augmentant le déficit budgétaire, vous allez probablement aboutir à une plus grande décote de la gourde. Donc ça signifie qu'à un certain moment, vous ne serez plus en mesure de continuer cette subvention. Pourquoi de préférence ne pas augmenter le salaire minimum? Au moment où nous avions augmenté le salaire minimum le 9 octobre 2018, nous avions une gourde qui était à 70 gourdes. Aujourd'hui, elle est entre 82 et 85 gourdes. Les secteurs liés à l'exportation ont des revenus en dollars. Ils ont la capacité, sans perdre $1 de leur profit, de passer le salaire minimum de l'assemblage de 420 à 510 gourdes. Et je propose que le commerce, lui, passe le salaire minimum de 500 à 585 gourdes. Et je vais aller très loin ce matin. Je n'attends pas à ce que le gouvernement le fasse. Je fais appel à mes frères et sœurs du secteur privé. N'attendons pas que c'est le gouvernement qui fixe le salaire minimum. À mes frères de l'assemblage, mes amis de l'assemblage, donnez à l'ouvrier les gourdes additionnelles que vous obtenez à partir des dollars que vous avez collectés
de vos contrats. À mes frères du commerce et de l'industrie nationale, peut-être la production nationale devrait être épargnée parce qu'elle est la plus touchée aujourd'hui. Mais à mes frères du commerce, je sais que les conditions sont difficiles, mais je vais vous dire, les conditions sont encore plus difficiles pour le peuple haïtien devant cette dévaluation de la gourde. Donnons un exemple au peuple haïtien. Je vous invite à passer le salaire minimum à 585 gourdes et j'invite ceux de l'assemblage, ceux des industries tournées vers l'exportation à passer le salaire minimum de 420 gourdes à 510 gourdes. Ouais, très bien. Pour terminer, docteur Boulos, avec autre chose dans l'actualité, comment analysez-vous l'affaire dite des mercenaires, ou pour dire les choses autrement, à qui profite le crime? Non, je ne vais pas dire ça. Ça ne m'intéresse pas parce que la réalité, c'est que le gouvernement américain a fait ce que tout gouvernement conscient de ses responsabilités citoyennes a fait pour ses citoyens américains dans un contexte haïtien. Cependant, c'est un camouflet donné à notre président, à notre Premier ministre, à notre cabinet, à la justice haïtienne, à notre ministre de la Justice. Et quand le porte-parole de la présidence et le porte-parole du Premier ministre disent qu'ils ne sont pas au courant, sont-ils démissionnaires alors? Qui est responsable de l'intégrité du territoire national? Qui est responsable du bon fonctionnement des institutions, dont la justice? Donc, que quelque chose comme ça se soit fait, qui a scandalisé le peuple haïtien, et qu'un président ou un Premier ministre dise « je ne suis pas au courant », je considère qu'ils sont démissionnaires. Maintenant, je vais aller plus loin. Pourquoi a-t-on gardé le seul Haïtien en prison? C'est lui qui a fait le plus? Je demande la libération. Comme tous ceux qui sont sur les groupes WhatsApp et comme tout le peuple le fait aujourd'hui, je demande la libération de l'Haïtien qui a été gardé, de la même façon qu'ils l'ont laissé les Américains partir et les souliers sans lacets et comme des touristes qui partent d'Haïti comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, laissons notre Haïtien partir aussi, puisque vous n'avez rien trouvé contre les Américains. Je suppose que vous n'allez rien trouver contre l'Haïtien. Voilà, eh bien, merci, docteur Réginald Boulos. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir commenté l'actualité du moment. Merci. À toi aussi, Serge, et bonne journée, bonne soirée à tous les téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. C'était donc le docteur Réginald Boulos qui vient de publier une lettre ouverte qui a fait pas mal de bruit et qui nous donnait son sentiment sur l'actualité du moment. Environ une semaine après l'annonce du Premier ministre Jean-Henri Séan relative à la baisse du prix de la petite marmite de riz, les citoyens de la zone métropolitaine commencent à exprimer leur position. Interrogés par Métropole, des grands distributeurs de riz ont estimé que c'est possible, alors que d'autres ont affirmé que les autorités devraient accorder un peu plus de temps aux petits commerçants pour écouler leur stock. Si certains déplorent déjà la rapidité de l'entrée en vigueur de cette décision gouvernementale, d'autres ont fait savoir que, de leur côté, les prix restent les mêmes jusqu'à présent. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis et Guitry Choisy. Nous avons établi un programme direct ensemble avec producteurs locaux, importateurs, avec partenaires internationaux pour nous casser prix produits première nécessité, surtout prix du riz cap sorti dans 50 gouttes pour le descendre dans 35 gouttes dans semaine cap venir là même. Ce sont les propos tenus par le chef du gouvernement Jean-Henri Séan lors d'une adresse à la nation. L'État haïtien décide de subventionner ce produit de toute première nécessité, selon le Premier ministre qui affirme que cette mesure vise notamment les importateurs. Alors que la semaine touche à sa fin, cette décision a-t-elle vraiment un impact? Anthony Bennett, un des grands distributeurs de riz dans le pays, en est convaincu. La carne sac du jusqu'à semaine dernière est arrivé jusqu'à $320. Je dis en gros,
on paye un sac d'huile entre 270 et 275 $, ça dépend. Sur le regard des gros sacs d'huile qui prennent 9 mamites, 5 petits mamites là-dedans, pas aucune raison pour pas vendre 35 gouttes. Cette mesure gouvernementale qui vise à améliorer les conditions de vie de la population selon Maître Océan a un impact sur les grands commerçants qui avaient déjà acheté des produits en quantité qui n'ont pas encore écoulé leur stock. Moi-même, c'est un gros me vendre. Moi, je m'a dit, dans ma crédit, on descend les plaques. Ça veut dire, j'ai fait, pas bon pour nous. Toute la j'ai perdu. De temps en temps, il y a tiré 5 $, il y a tiré 10 $, puis jusqu'à ce que nous te fin de vendre. Mais il y a pas descendre marchandise, toute marchandise arrête dans nous, nous pas vendre. Les jours ont passé depuis l'annonce, explique cette petite commerçante installée sur les trottoirs, mais elle ne s'est pas encore réapprovisionnée. Il y a des cas qui ont 2 semaines pour nous faire fin de vendre, et puis tout, il y a descendu, acheter dans prix, et puis pour nous vendre. L'autre semaine, ça pour nous vendre ça, nous acheter. Si certains souffrent déjà de l'application de cette nouvelle mesure gouvernementale et commencent à s'en plaindre, d'autres n'ont pas été touchés, du moins pas encore. Ces marchandes de produits alimentaires révèlent que les prix n'ont pas bougé depuis 3 semaines. Il pas descendre parce que durant toujours même prix. Et 350 marchés sac là. Tu es obligé de vendre 12 $, mais pas de la vente, obligé de vendre 50 gouttes. Il pas descendre vraiment. À un problème urgent, le gouvernement tente d'apporter une réponse urgente. Ce que respecte le directeur général de Marché Titoni qui fait part des enjeux de cette mesure. Si on n'est pas sérieux, vous voulez faire un qui passe ça, il est capable de stocker du riz, retirer du riz sur le marché, venir créer une demande et puis monter le prix, car venir flamber de prix du riz depuis subvention campée. Marché noir qui vient fait pour stocker et puis prochain bateau qui vient, le gouvernement dit bon, pas intéressé faire, ça veut dire faut qu'il soit très prudent. Après le séisme du 12 janvier, rappelle-t-on, l'État haïtien avait décidé de subventionner le carburant au bénéfice de la population. Une décision qui jusqu'à maintenant demeure et l'État en paie le prix fort. Cette nouvelle mesure similaire n'aura-t-elle pas les mêmes effets? Une question importante qui a déjà sa réponse. Une nouvelle fois, l'opposition a montré ses faiblesses. La manifestation annoncée pour ce vendredi n'a pas eu lieu faute de participants. Une tentative de certains manifestants qui revenaient des funérailles d'un camarade a été tuée dans l'œuf par les forces de l'ordre, non loin de la Cour de cassation. Des habitants de la zone de Carrefourfeuille se disent inquiets pour leur sécurité et appellent la police à freiner l'action des bandits. Quelques heures après cette attaque armée qui a fait 3 morts et près d'une dizaine de blessés par balle, les citoyens ne s'en remettent toujours pas et parlent de faits inhabituels. Quel groupe armé est derrière cette attaque? Est-ce un règlement de compte ou une simple action isolée? Jusqu'à 1h de l'après-midi, le quartier était encore sur le qui-vive. Les victimes recevaient des soins à l'hôpital alors que les familles pleurent la mort de leurs proches. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.